Quartier de la place Vendôme, 1920. La quintessence du luxe réunie dans un même lieu. Guerlain, Cartier, Van Cleef & Arpels et La Cloche Frères. Le nom de La Cloche Frères ne vient pas uniquement des 4 frères issus de la famille belge qui en tiennent les rênes. C'est aussi grâce au talent de leurs 2 sœurs et à l'audace de leurs époux que l'entreprise a pu ainsi conquérir le monde, depuis la première boutique ouverte à Bruxelles. 2 frères qui s'installent à Paris et 2 frères qui s'installent à Madrid. Et très vite, grâce à leur mariage, ils vont se répandre à travers les grandes villes, les stations balnéaires, à Nice, à Monaco, à Biarritz, à Saint-Sébastien. Ils vont même ouvrir une boutique à Londres. Ils sont partout. La cloche est fréquentée par la grande bourgeoisie, par les têtes couronnées, par les stars de cinéma dans les années 20. Le génie des frères Lacloche reste d'avoir su s'adapter à leur clientèle et à leur environnement. Ainsi, la succursale niçoise est la seule à proposer une charmante broche mimosa, lovée dans son écrin en osier. Comme leurs éminents confrères, les Lacloche ne confectionnent pas les modèles qu'ils signent. Ils choisissent les meilleurs ateliers de fabrication indépendants. Mais c'est en incitant ces artisans à toujours plus de prouesses que Lacloche Frères a su insuffler une si délicate poésie dans ses joyaux. Par exemple, il y a un atelier qui a travaillé tout au long de l'histoire des Lacloche, qui est la Maison Berger. Ils sont spécialisés dans l'horlogerie, mais aussi ils font des boîtes de beauté, ils font des bijoux. La Maison Lacloche est très sensible à la création de son époque, et elle a toujours su innover en s'inspirant de l'air du temps. À ses débuts, en 1900, l'enseigne glorifie les 2 courants en vogue, le néoclassicisme et l'Art nouveau. Dans l'Art nouveau, ils vont même faire créer par l'atelier de Paul Fray des petits sacs dont les motifs représentent soit une chauve-souris, qui était le signe de reconnaissance des femmes homosexuelles en 1900, une hirondelle, une araignée. Donc il y a ce côté un peu naturaliste, un peu fou. Cette tendance début de siècle est bousculée à l'après-guerre, en 1920, par un besoin d'exotisme et de fraîcheur. Dans les années folles, il y a une espèce de folie pour l'Extrême-Orient. Les bourgeoises parisiennes donnent des bals masqués sur le thème de la Chine. Et chez Lacloche, ça se traduit par les décors de leurs bijoux. On voit des bracelets absolument sublimes, décorés de pagodes, de jongles, qui se promènent sur les flots. Le thème de l'Extrême-Orient hante l'exposition internationale des arts décoratifs qui focalise l'attention de la Terre entière sur Paris. En 1925 se monte cette exposition. On a oublié à quel point elle était extraordinaire. Elle occupait plus de 20 hectares dans Paris. Ça s'appelait l'exposition des arts décoratifs et industriels modernes. Et c'est cette expression qui, dans les années 60, m'a donné le terme art déco, qui est universellement connu. Il y a une trentaine de joailliers, uniquement la crème de la crème, qui s'installe dans le Grand Palais. On a une photographie, on voit Lacloche qui est là. À côté de lui, il y a Van Cleef, qui est lui-même un quartier comme voisin. Et c'est le clou de l'exposition. La Maison Lacloche y remporte un grand prix pour ses parures inspirées d'une thématique inédite en matière de joaillerie, les fables de La Fontaine. Ils ont aussi fait beaucoup parler d'eux par leur nécessaire de beauté. C'est l'objet caractéristique de cette période. Après la guerre, les femmes se sont coupées les cheveux pour des raisons pratiques. Et elles se sont émancipées, elles ont décidé qu'elles allaient se maquiller et fumer en public. Donc Lacloche Frères leur propose des boîtes ravissantes et des étuis à cigarettes les plus somptueux possibles. Mais malheureusement, en 1931, ils déposent leur bilan, non pas à cause de la crise de 29, mais surtout parce que le fils du propriétaire jouait et qui prenait l'argent dans la caisse de la société pour payer ses dettes de jeu. L'aventure cependant ne s'arrête pas là. Jacques Lacloche Junior, baigné depuis sa plus tendre enfance par le savoir-faire de sa famille, relance une affaire à son nom. En 1938, il inaugure un magasin Place Vendôme, suivi d'une boutique à Cannes. Pendant 30 ans, ça marche très bien. Il tient le haut du pavé, il a des clients très prestigieux. Il fait notamment des bijoux pour le mariage du prince Régnier avec Grace Kelly, en saphir, de la couleur des beaux yeux bleus d'actrice. Il est le premier joaillier à lancer son parfum, un flacon de parfum qui a la forme d'une cloche. Mais c'est un monsieur qui, au bout d'un moment, a d'autres ambitions et surtout, il s'intéresse de plus en plus à l'art contemporain. Il va fermer la boutique Place Vendôme et ouvrir une galerie pour défendre des pièces de design. Et c'est l'autre raison pour laquelle Jacques Lacloche est totalement oublié comme joaillier. Après de longues années passées dans l'ombre, le nom de cette grande maison de la joaillerie revient enfin sur le devant de la scène.
l'occasion de redécouvrir ces joyaux qui ont marqué à juste titre une époque par leur originalité et leur délicatesse.